On accepte d'être aidant, mais c'est un concept maintenant qui est largement utilisé. Un aidant, en gros, tout le monde dit aidant, aidant, aidant. Personne ne sait ce que c'est. Je suis Dominique, Claudia est mon épouse. Je l'accompagne dans sa maladie, comme je l'aurais accompagnée dans sa vie en pleine forme et en pleine santé. Je suis Frédéric, j'ai 50 ans et j'ai été la canne de vieillesse de mon papa et de ma maman. J'ai vécu longtemps avec une citation de Jean-Louis Barrault. On passe beaucoup de temps à essayer de rendre la réalité conforme à ce qu'on a décidé, alors qu'il s'agit de s'adapter à la réalité. Tu vois comment ça a un sens pour l'aidant, si la réalité conforme, c'est que la personne que tu aides, elle est vivante. Et je ne peux pas décider ni de sa vie, ni de sa mort, ni de ce qu'elle doit faire, elle qui éventuellement attend de moi que je fasse quelque chose pour elle. Je suis Alain, époux de Patricia depuis 30 ans et aidant de la même Patricia depuis 3 ans. Je suis Catherine, l'épouse de Denis. Je suis Denis, le mari de Catherine. Je me dis que c'est normal quand on vit avec quelqu'un. Je vis avec lui, donc je l'aide. C'est la famille, c'est normal. Je suis Lola, l'épouse de Jacques depuis 1973. Je suis Jacques, l'épouse de Lola. Moi, je suis Pierre, je suis le fils de Marcel. Et moi, je suis Marcel, la maman de Pierre. Je pense souvent à cette idée de pour tes gamins, à un moment tu décides que tu vas prendre un congé parental parce que oui, à 3 mois, plein temps en crèche, ça te paraît un peu brutal. Là, il y a un peu de ça, quoi. Je savais que mon père allait aller en EHPAD, je sais que ma mère, elle ira à un moment aussi, mais j'ai eu le besoin de ne pas faire les choses brutos, ce que je considère en tout cas brutalement, de dire bim, on-off, quoi. Je suis Sébastienne, je suis la fille de Pierre et Annie et maintenant je suis aussi leur proche aidante respective. Alors, qui je suis? Je suis Annie déjà, la fille d'André et d'André et eux. Je suis André, la maman de Annie. Robert, je suis le papa de Sandrine. Je suis Sandrine, je suis la fille de Robert, je suis sa fille, son aidante et sa professionnelle. Je suis Patricia, franco-américaine, née à Chicago. Et je suis aidée immensément par mon mari Alain. Peut-être le monde, je ne sais pas qui, qu'on sache combien c'est difficile pour un aidant. Tout le monde qui nous aide, c'est des gens formidables, à mon sens. Mais ça ne peut pas être plus que aidante, aidée. Je ne suis jamais en égalité avec personne maintenant. L'aidant et l'aidé. La première catastrophe, elle est à l'aider. Et la deuxième, elle est à l'aidant. Quand le diagnostic a été posé, il y avait la catastrophe pour Claudia, c'est sûr, déjà. Mais il y avait la catastrophe pour moi et j'ai vu ma vie exploser, réduite à rien. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Dans un premier temps, je me suis dit, je me tire de là. Dans un second temps, ce n'est pas dans ma nature. Donc, je ne me suis pas tirée de là d'une façon, je dirais, physique. Mais j'ai perdu pied. J'ai accepté la situation. On est mariés avec Claudia. On se connaît depuis longtemps. On s'aime. Et voilà, quoi. Bon, après, c'est la vie. Vous ne pouvez faire ça que par amour. Par devoir, vous partez dans les 15 jours. Mais l'annonce du diagnostic m'a fait, comme à chacun, cette révélation, c'est une catastrophe. Accepter le diagnostic, accepter ce changement de vie, accepter d'être aidant. Accepter d'être aidant, c'est accepter de ne pas subir un rôle
qui vous serait assigné par l'autre et par la maladie. Vous acceptez de prendre votre place et de prendre votre rôle. Et à partir du moment où vous prenez votre rôle et vous l'acceptez, à ce moment-là, vous avez, entre guillemets, le sentiment d'avoir des moyens d'action. Parce que la position détente, c'est pour moi, une position de combat, où je veux à la fois conserver ma vie le plus possible et aider et conserver la vie de Claudia dans le mieux qu'on peut, compte tenu des circonstances. Donc mon père est venu s'installer à 70 ans à Ganges. Il a quitté Grenoble, il est venu s'installer à Ganges. Il a commencé quelques années après son arrivée à donner des signes de faiblesse au niveau de la mémoire. Et du coup, vu la proximité, moi je me suis aperçue, parce que j'étais aux premières loges assez vite, que ça dégringolait, et j'ai eu ensuite à assurer le constat et la prise en charge progressive de sa maladie d'Alzheimer qui s'est installée. Et c'est accru l'aide que j'ai dû commencer à mettre en place auprès de lui de façon très progressive en fait. Et je suis rentrée dans son intimité petit à petit en m'apercevant qu'il y avait des bugs quoi. Et qu'est-ce que ça fait de rentrer dans cette intimité ? Eh ben c'est pas facile. C'est une intimité qui est super crue en fait, où tu vois l'autre très fragile, tu vois l'autre dans ses pirouettes cacahuètes qui sont en général très brillantes, et puis tu rentres dans du cru quoi. Donc d'arriver chez mon père, il est pas habillé, de le voir un peu désinhibé sur des trucs, sur des discours auprès de professionnels. Donc normalement, il a une posture d'homme et de père qui est c'est mon père. Donc il y a forcément le truc de je vais te montrer comment je fais. Enfin il y a une ascendance quoi, et qui là vole en éclats. Donc t'es quand même à la source d'une responsabilité. T'es responsable en fait. C'est un mot qui t'es tout d'un coup responsable du soin qui est apporté à une personne quoi. Totalement. Et est-ce que pour toi, c'était normal de le faire ? Bah oui. Je me suis même pas posé la question. Enfin, j'étais là. Enfin, il y a une espèce d'évidence, quoi. T'es là, tu vois que ça dysfonctionne, ça monte en puissance avec cette progressivité qui fait que tu vois pas que tu pars loin et tu vois pas que tu pars vers une aventure au long cours. Et puis, t'as une liste de tâches qui devient de plus en plus importante, qui fait qu'en termes de disponibilité, t'as tellement la tête dans le guidon que tu vois plus trop la situation. Un truc qui peut te dépasser parce que t'en as pas l'expérience et parce que... Tu veux dire qu'à un moment, il n'y a pas une prise de décision, je deviens aidante de mon père ? Non. Enfin, bon, moi, je l'ai vraiment pas vu, je l'ai pas vu arriver, quoi. Enfin, le fait d'être aidante, moi, je m'en suis pas du tout aperçue tout de suite, et je crois que je m'en suis aperçue extrêmement tardivement quand ça m'a été renvoyé par des associations que j'ai rencontrées après, quelques années après. Et c'est ce qui en fait un peu la difficulté quoi, de la prise de conscience, parce que c'est tellement progressif que c'est des petites touches, donc tu vois plus le comment t'es passé de telle situation à telle autre. On m'a jamais dit, vous êtes devenue aidante, on fait une consultation avec vous, comment vous vivez le truc, est-ce qu'on peut vous soutenir là-dessus ? Les gens qui viennent à domicile s'occupent de la personne qui est à domicile principalement, enfin les soignants c'est leur job aussi, ils s'occupent des personnes... Mais ils prennent pas tellement en compte le système et donc la personne qui accompagne ou qui est aidante, tu vois. Donc en gros, si mon père prenait des cachets, etc., c'était chouette, mais après personne me demandait jamais ni comment j'allais, ni si... Enfin tu vois, personne te dit « Ah bah super, vous m'avez rappelé rapidement, on a pu régler la situation. » Personne ne te renvoie ça. Donc effectivement, t'es pas invisible, mais c'est normal en fait. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc où c'est normal. Aidant, c'est pas un mot du vocabulaire que j'aurais utilisé naturellement auparavant, quoi. Du coup, on voit bien ce qui se cache dedans, quoi, dans ce mot, quoi, mais il n'y a pas besoin d'explication de texte, mais aidant, mais oui. Ouais. Aider les autres, c'est quelque chose qui va être dans ma nature, quoi, mais d'avoir cette étiquette-là, comme marquait la Poste, ouais, bon, pourquoi pas, quoi, mais ça fait partie de la vie de famille, quoi, ou ça peut être en famille, ça peut aussi être avec du voisinage, mais oui, pour moi, c'était quelque chose qui... Normal. Oui. Nous, ça se fait naturellement, hein. On a un problème de tout ça. Chacun, on va vers son proche. Ça vient tellement naturellement de s'aider les uns les autres. On ne voit pas. Il y en a assez de chers qui ne sont pas entourés, que les parents sont loin, avec ces déplacements qu'il y a maintenant.
Oui, là, vous estimez que c'est facile. Vous habitez le village, vous, oui, c'est ça? Oui. Vous êtes à combien Il est de sur temps? place. C'est minutes. Oui. On n'a pas la préoccupation, le souci. Si personne ne me le portait, je m'en préoccuperais. Est-ce que ça demande d'aménager son quotidien? Non. Non, pas du tout. Non. Je mène mon petit train-train. Non, mais moi. Oui, Victor aussi. Mais non, pas vraiment, quoi. Par gentillesse, tu viens tous les matins pour me dire bonjour. Après, oui, c'est la proximité qui permet ça. Il est sûr que si j'étais à 40 km, on verrait les choses différemment, quoi. Bien sûr, bien sûr. Là, on est sur place. Hein. On n'a pas de mérite. Hein. Oui, je suis gâtée, oui. Je ne m'en plains pas. Je l'ai tous les jours, j'ai ma nièce, je suis très entourée. Et je me laisse vivre. Vous me le faites. Ça veut dire que c'est confortable, alors. Vous me le faites, alors. Le fait de gérer les médicaments, de mettre les bas, de passer tous les jours, c'est pas quand même une grande contrainte. Après, c'est que la charge de l'aide peut augmenter. On peut se l'imaginer comme ça, quoi. On se sent redevable dans le sens où, oui, ça devient une obligation, quoi. Il faut faire, quoi. Il faut y aller, c'est un engagement, quoi. Du moins une obligation ou un devoir. C'est pas quelque chose qui s'est marqué du jour au lendemain, quoi. Je pense que ça se fait dans la transition, un peu des courbes qui se croisent. Une qui descend peut-être un petit peu, et du coup, ça nécessite qu'une autre grimpe, quoi. Voilà, ça se fait. Comment on vit le manque de possibilité d'être capable de se suffire? Comment on le vit, ça? C'est le plus difficile. Avoir besoin de quelqu'un pour le commun, pour tout. Je pense que le grand âge vous l'oblige, parce qu'il y a eu des incapacités, même si on a voulu tenir le coup. Ça, c'est des handicaps. Mais des handicaps normaux à cet âge-là. Il n'y a pas à se révolter. Je sais bien que je suis en fin de vie, puisque je vais avoir 94 ans. Je trouve même que ça traîne un peu. C'est pas drôle d'être tout seul. Je suis bien entourée, mais ma fille est à 400 km. Bon, elle s'occupe beaucoup de moi, je suis tout à fait gâtée. Les soins à domicile, c'est merveilleux. Et puis j'ai également les aides ménagères. Donc il y a des gens qui passent. Et puis en même temps, elles peuvent contrôler si on n'est pas mort. Parce que c'est ça la solitude, c'est mourir tout seul. Mourir, c'est normal, mais mourir tout seul, que personne ne le sache. Mais malgré tout, ce que vous exprimez, c'est que vous vous sentez seul. D'accord. On ne peut pas le dire autrement. Dans une grande maison qui était faite pour toute la famille, j'ai la chance d'être encore dans la maison. Je suis issue parce que ma fille m'y laisse. Donc, je lui en suis reconnaissante. De faire l'effort de venir me voir une fois par mois. Voir comment ça se passe. C'est venu, je dirais, pas à pas. Ça a été simplement de prendre en charge un peu plus le jardin, un peu plus la maison, un peu plus les réparations, un peu plus. Et puis il est arrivé un moment où là, au fur et à mesure que descendait, moi, il fallait que j'endosse un peu plus ce que eux ne pouvaient plus prendre. C'est le transfert du poids, enfin c'est le transfert des charges, on va dire, avec la question de se dire. Ça serait plus facile que je fasse moi, mais si je fais moi, je leur enlève leur autonomie. Donc je leur laisse et je surveille derrière s'il n'y a pas une grosse bêtise. Mais c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a eu cette difficulté énorme. Maman s'est imaginée que tant qu'elle tiendrait les rênes, il n'y aurait pas de déchéance. Alors qu'un corps est un corps et que quand il veut plus, il veut plus. Mais on est toujours, l'aidant est toujours le symbole de celui qui peut ce que l'aider ne peut plus. Ma fille vient très régulièrement, une fois par mois. Moi, je trouve que c'est déjà très beau. Elle fait énormément, même quand elle n'est pas à côté, parce qu'elle débrouille les affaires. Je lui laisse tout le courrier important et elle fait énormément. Seulement, c'est pas pareil que quand on fait soi-même. On perd sa personnalité. Ben, c'est elle qui décide. Mais elle s'est beaucoup occupée, chose que je n'aurais jamais pu faire. Toutes les choses qui sont courantes dans la vie et que je faisais autrefois, bien sûr. Mais c'est elle qui le décide.
c'est elle qui choisit le jardinier, c'est normal. Seulement autrefois, c'était moi qui le faisais. Il faut du doigté, se dire, bon, bah, si c'est pas fait comme ça, tant pis, c'est pas grave. On fait pas comme pour soi. Il faut vraiment se mettre dans le moule de l'autre, ce qui est déjà se décentrer par rapport à ses propres habitudes, pratiques et autres, par rapport aussi à sa façon de voir la vie. Parce qu'il y a des choses plus ou moins importantes pour l'un ou pour l'autre. C'est pas fait comme ils voudraient faire. On peut pas faire comme ils feraient eux. Même en essayant de se mettre dans le moule, il y a des choses qu'on peut pas faire. C'est pas possible. C'est la difficulté de l'aidant. On ne sait jamais si le curseur est bien au bon endroit, si on n'a pas trop fait à la place, ou au contraire, si on n'a pas trop laissé de marge. Je ne sais pas comment le dire parce qu'elle est très, très attentive. Seulement, on a quand même une différence d'âge qui fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Elle essaye d'adoucir la faim. Donc, je dois aussi, moi, ne pas l'embêter. Elle fait pour le mieux. Est-ce que son mieux correspond à elle ou à moi? Ça, c'est autre chose. Seulement, je reconnais la peine qu'elle se donne. Moi, je le vis relativement simplement. Je pense qu'elle ne le vit pas simplement. C'est pour ça que je voudrais partir, pour la libérer, parce que je les empêche d'être pleinement heureux. C'est lourd, un vieillard, et on ne peut pas s'alléger. C'est pas possible. On a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. La vie est une pyramide, ma grande, vous le savez bien. On monte, on croit qu'on va toujours monter. Puis, stop, on redescend. Ce qui m'a descendu, c'est un petit peu ces histoires de cerveau, quoi. Bon, de ce fait, elle a la charge maintenant. On n'est pas sur la même balance. Hein. Elle a tout ça à faire, quoi. C'est quoi le tout ça à faire? Elle a tout ça à faire. Eh bien, je vais passer l'aspirateur, je vais éventuellement faire des commissions que je peux faire, mais j'en fais peu par rapport à elle. Il faut être fataliste. Parce que là, il y a beaucoup de choses que je pourrais pas faire. On avait dans notre gestion, on avait des parts, quoi, hein. Elle s'occupait de la maison, de ci, cela. Moi, je m'occupais de je ne sais plus quoi. Mais, et donc, maintenant, mes facultés ne me permettent plus de faire ce qu'elle fait. Vous en apercevez que vous ne pouvez plus le faire? Ben oui. Mais il ne me le dit pas. Parce que j'aimerais faire plus, mais j'oublie un tas de choses aussi. Et est-ce que vous êtes reconnaissant quelque part? Je montre peut-être pas suffisamment. Si, en fait, tu le montres quand même. T'es pas quelqu'un de très expressif, mais tu me le dis. De temps en temps, tu me dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu me le dis. Il me dit sans toi, je pourrais pas. Moi, je dis que quand on arrive à notre âge, la pente est là. Eh ben, on essaie de la faire la plus lente possible. Et tant mieux si on a un peu quelque chose dans la tête, parce que quand on n'a plus la tête, c'est pas bon, évidemment, pour celui ou celle qui l'a, mais pour le conjoint ou la conjointe, c'est... La maladie d'Alzheimer détectée en 2002. Donc j'ai aidé mes parents parallèlement à mon travail, comme je pouvais. Et on a évolué selon la maladie. Ça a duré 17 ans quand même, hein, mon père. Il habitait en pleine montagne, ma mère m'appelait, il veut me foutre par-dessus le balcon. Enfin, il faisait des cris, c'est pas possible. Donc j'essayais, ça faisait quand même beaucoup de kilomètres selon l'heure où j'allais pas tout le temps. Après, il y a tous les passages en hôpitaux ou en clinique. Une personne âgée aux urgences, c'est catastrophe.
En plus, s'il a l'Alzheimer, de toute façon, il ne se souviendra pas pour raconter. Puis s'il est un peu chiant, on lui donne un somnifère. Donc j'ai des images de mon père aux urgences, j'ai des photos. Voilà, de l'irrespect de la personne. Je l'ai retrouvé la langue pendante, à moitié nue. Alors bon, peut-être il sentait rien, peut-être ça ne le marquera pas. C'est de la colère. De la colère, de la rage. L'image de la personne malade, elle-même, c'est une chose. Et les aidants, comment ils la voient, c'est important. Il s'est avéré qu'à un moment, ma vie était un petit peu chamboulée. Ma mère, son état de santé diminuait. Donc il a fallu se résoudre à prendre une décision. On fait les dossiers des EHPAD que je connaissais dans le coin. Et on attend les réponses. Ou c'est non. Violent, fugueur, non. Il a fallu que j'écrive au conseil général pour dire que je n'étais pas responsable s'il y avait un accident pour mon père ou pour ma mère. Et que je ne trouvais pas de place pour mon père. Donc, il a été placé dans un EHPAD à côté. Tout ça, ça a pris 1 an. Il est resté 2 ans et demi. Voilà, il y a des choses qui choquent. À un moment, il ne marche plus trop. Donc, des chutes, quand vous arrivez, que vous voyez votre proche, la moitié du visage avec des hématomes, enfin... Donc, on s'en veut. Et puis, un jour, j'ai été là-bas, je discutais avec une aide-soignante. Je discutais de mon travail, parce que je m'occupais d'une personne handicapée. Dans ma tête, ça fait tilt. Je dis, je m'occupe des autres, je m'occupe pas de mon père. Donc en 5 minutes, j'ai pris la décision. Je dis, je le ramène chez moi. Je sais pas si c'était plus pour lui que pour moi. Je pense que c'est pour moi, parce que j'ai jamais autant pleuré que quand il était en EHPAD. C'était un échec pour moi. Mais ma vie faisait que, comme c'était le bazar, je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas le prendre. Et il marchait plus, donc je pouvais le prendre et continuer à travailler à côté. Tu as l'habitude d'accompagner des personnes et là, tu accompagnais tes propres parents. Qu'est-ce que ça change ? C'est plus difficile. C'est plus difficile quand on a affaire à des professionnels qui n'écoutent pas. C'est plus... J'ai jamais compris, j'ai jamais réussi quand on me dit garder la distance professionnelle. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'on se concentre sur du médical, mais moi, en tant qu'AMP, puis même personnellement, avant même ma formation, voilà, le cul propre, ça suffit pas, quoi. Voilà, un pantalon, quand on a un 3/4 qui doit arriver au mollet, mais qu'il est remonté aux cuisses et qu'on vous répond « Ah, j'ai pas vu », ben oui, tu regardes la personne que tu viens de préparer, quand même. Et des plis sous des jambes, ça peut être très douloureux pour quelqu'un qui est toute la journée au fauteuil. Ouais, je suis en colère avec tous les combats qu'il a fallu mener. C'est moi qui ai rapatrié papa. Il a fait une mauvaise chute en avril 2017. Il est retourné chez lui, il a rechuté. Et après, l'assistante sociale qui a appelé pour dire voilà, votre papa ne peut plus rester à domicile. Je dis il faut le placer, il faut trouver une solution. Donc on a commencé à rechercher sur la Côte d'Azur, mais les prix sont faramineux. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir ici, juste en face de la maison. Et bon, moi, travailler en EHPAD, je préférais pouvoir m'en occuper. Parce que moi, j'avais, à mon EHPAD, là où je travaille, je leur avais signalé la situation, ils étaient au courant. Et il n'y avait pas de place à ce moment-là. Et il n'y avait pas de souci, dès qu'il y avait une place qui se libérait, elle était pour lui. Le dossier, tous les trimestres, est renouvelé, lettre d'appui en disant que je renouvelle ma demande, mais que pour le moment, je m'en occupais toujours. Comme je disais, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver à moi. Si un jour, je ne peux plus m'en occuper, ou si la situation change, on ne sait pas. Mais bon, j'espère là, jusqu'au bout. Je sais que je le ferai. C'est mon père et que il s'est occupé de moi quand j'en ai eu besoin. Et voilà, quoi. Il a toujours été présent. Même dans les plus mauvais moments. Et bon, les choses ont fait que maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Du coup, alors, tu t'en occupes beaucoup. Il est à domicile grâce à toi. Oui. Même s'il y a, j'imagine, des professionnels. Il y a les professionnels, il y a l'infirmier qui passe 2 fois par jour, le matin, toilette, l'habillage, le lever, et le soir, pareil. Moi, j'interviens 2 fois par jour pour les repas, tous les matins, pour le petit déjeuner, et après, c'est soit le midi, soit le soir. Je jongle avec mon planning. Et au début, la première année, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer. Et c'est impressionnant parce que pourtant, comme on dit, je suis de la partie. Et un soir, mon homme, il me disait, je rentrais à 22h, les 2 premiers mois. Il me dit, tu comptes le faire longtemps ? Non. Bon, j'ai pris sur moi. J'ai expliqué qu'il
fallait que je rentre à la maison aussi, que j'avais une vie de famille. Mais on le fait, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident de se positionner, de prendre sa place, de savoir les limites, savoir où s'arrêter à quel moment. Et les dents, c'est du lourd. Parce que ça gère sa vie de famille, ça gère sa vie de travail, sa vie de femme, faut pas l'oublier. Tout est multiplié par 2, par 3, par 4. Pour moi, ce mot aidant, c'est un mot qui qualifie un travail, quoi. C'est, comme on va dire, une infirmière, mais je suis l'aidante. Je suis l'aidant de madame. Je le revendique même comme un statut social. Parce que j'étais tellement déstabilisé, perturbé par ma nouvelle condition, que les choix ils se font vite. Hein. Ou tu es aidant et tu acceptes que ça ferme plein de choses, ou tu es aidant et tu te demandes qu'est-ce que ça ouvre d'autre. J'existe, moi, de façon autonome par rapport à elle, mais il y a d'abord un statut social, je suis aidant, non négociable. Alors, quand j'ai négocié avec le docteur le retour de Patricia à la maison plutôt qu'en EHPAD, j'ai dit je ne me sens pas devenir le majordome de madame, même si il y a toute une équipe qui intervient pour aider. N'empêche que les rendez-vous, c'est moi, les coordinations, c'est moi, etc. Je n'ai pas du tout envie de jouer les majordomes. Et après, devenant aidant, je me suis rendu compte comment l'appellation avait un sens et comment peut-être je pouvais revisiter ce « je ne veux pas être majordome », est-ce que je ne suis pas complètement, que je le veuille ou non, déjà majordome, que je n'ai pas besoin de dénier « je ne veux pas être le majordome », je suis le majordome. Donc c'est là où cette fonction sociale du majordome devient un statut à part entière avec des droits et des obligations, peut-être plus d'obligations que de droits. Je ne peux pas échapper à ma condition de majordome. S'il est défaillant, le château s'effondre. Les invités du château ne s'en rendent même pas compte. Mais le château ne tient que parce qu'il y a les épaules du majordome. Après, être aidant, c'est aussi le regard des autres. Il est calamiteux. Les gens savent que vous êtes aidant. Vous n'êtes plus qu'un aidant. Votre identité disparaît derrière ça. Et ça, c'est détestable. Enfin, personnellement, moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Je suis, en plus de ce que je suis aidante, je n'ai pas perdu mon identité de ce que je suis au profit d'être une aidante. Les amis qui restent sont ceux qui me considèrent et qui nous considèrent pour ce qu'on était, qui voient la situation telle qu'elle est. C'est une situation de personnes vieillissantes qui évoluent, qui ont existé, autant Claudia que moi, comme des entités qui présentaient quelque chose, et qui ne sont pas réduites exclusivement au champ ou de leur maladie, de leur statut de malade, ou de leur statut d'aidant. Tu es une professionnelle avec ton père quand tu dis je viens faire ça? Par moment, c'est la fille qui prépare, mais c'est la professionnelle qui donne. Je suis professionnelle pour un change. C'est mon père et je le respecte et je l'ai jamais vu nu, mon père. Donc, non, c'est le respect de la personne, le respect de mon père, le respect. Donc là, c'est le côté professionnel qui ressort.
Et je lui dis, là c'est mon travail que je fais, ce que je fais moi à mon travail. Je vois mon père sous un autre angle, sous une autre facette. Ses côtés bons, ses côtés mauvais caractère. C'est moi, j'ai jamais connu mon père à dire des gros mots ou lever la voix ou quoi que ce soit, quoi. Rien que le regard en disait long. Et est-ce que tu as toujours l'impression d'être sa fille et lui ton père? Oui. Mais je reprends ma place de fille. Et il faut que je reste sa fille. Même si je suis l'aidante ou la professionnelle par moment. Je me replace toujours sa fille. Et quand on parle, je lui dis bien, c'est sa fille, c'est Sandrine, ta fille. Sans avoir l'autorité dessus, en laissant toujours le dernier mot. En essayant de laisser le dernier mot. C'est ça que peut-être que tu dis bien quand tu dis que tu es fille. C'est que c'est lui qui a l'autorité. Ah mais il faut. Je suis une adulte, mais c'est mon père. Il y a un ordre, quoi. C'est la hiérarchie. C'est pas parce qu'il parle pas, c'est pas parce qu'il dit rien, qu'il a pas un ressenti, qu'il en pense pas moins. Oui, mais ça peut être ton égal. D'adulte à adulte, je veux dire. Oui, mais non, c'est mon père. Non. Qui c'est le chef, papa? C'est toi ou c'est moi? C'est toi. Pourquoi? C'est toi qui parles tout le temps. Bon, ben je m'en vais alors. Ah, c'est particulier les dents, hein. C'est pas un enfant dont on s'occupe, c'est une personne, c'est son père, c'est un homme, c'est quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a du vécu, et que même pour lui, d'accepter que son enfant s'occupe de lui, c'est très dur, hein. C'est normal, c'est pas logique qu'un enfant fasse une toilette à un père, ou le change, ou voilà, c'est pas... Parce que jamais on penserait qu'un parent, mon père, jamais, toujours connu en costard 3 pièces, sur son 31, la tête aux pieds, irréprochable, quoi. C'est dur, papa? Est-ce que ça a été facile pour vous que votre fille s'occupe de vous? Non. Pourquoi ça n'a pas été facile? C'est que j'ai mon caractère. Parce que j'ai mon caractère. Il est comment, votre caractère? Il est assez souple. Il est souple, hein. T'es pas balance pour rien, hein. Il y a 1 an et demi ou 2, en septembre, ça m'avait bien marqué, parce qu'il avait été vraiment odieux, et je le reconnaissais plus, quoi. Moi, je partais un peu en pleurs, j'arrivais plus à savoir quoi faire. Et je lui dis au médecin, j'ai dit, je suis en deuil blanc. Il me regarde, il me dit, non. J'ai dit, mais alors je suis quoi? Il me dit, vous êtes épuisé, inconsciemment, pas par le travail, mais par les paroles qui m'ont blessée. Et en fonction des mots, il suffit une journée de travail difficile ou un moment de fatigue, et on les prend au premier degré. On comprend pas l'attitude, on comprend pas pourquoi ça, alors que je me plie en 4 pour que tout soit parfait, essayer de faire le maximum, et avoir ça en retour, ça se digère mal. Et dans ces moments-là, on ressent quoi? De la haine. Ouais. Ça fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'on devient la vilaine, la maltraitante, tout ce qu'on veut. Et pourtant, je le garde encore. Il y a une reconnaissance. Et moi, j'attends rien en retour, quoi. Moi, ça me... Truc tout bête, hein. Mon père, on s'est jamais dit « je t'aime », sauf que depuis qu'il est là. Hein. C'est une relation que je dirais qu'on n'a pas tant que la personne est valide. Il n'y a pas ça. On se découvre. Hein. Ou alors on se redécouvre sous une autre forme. Un côté attachant que j'avais perdu en quittant la maison. Voilà, ce sont des bons moments à prendre et qu'il faut prendre, savoir les prendre surtout. Quand tu deviens aidante de tes parents, souvent on te dit « Ah, bah ça y est, hein, les rôles s'inversent, c'est toi qui deviens... Et en fait, moi, je ne veux pas du tout de ça, quoi. Je ne suis pas la mère de ma mère. Mais n'empêche qu'après, en termes de responsabilité administrative et de responsabilité... parce que ça, je suis très au courant du fait que je gère tout, enfin que j'ai cette charge, mais je veux pas de cette inversion, quoi. Comment on fait pour rester, du coup, fille d'eux dans cette relation-là? Bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. C'est une très bonne question. Je suis pas du tout sûre de rester la fille de... En fait, je fais le fameux deuil blanc de mes 2 parents, quoi, en fait. Parce que mon père me reconnaît et me nomme comme sa fille, mais il n'a plus du tout de gestes... Enfin, il n'a plus de... Bah oui. J'ai plus de gestes de sa part de fille d'eux. Enfin, alors, est-ce que... Du coup, ça pose la question, comment on est fille d'eux? J'étais en train de penser à mes anniversaires, j'ai plus de cadeaux de mes parents, tu vois. C'est complètement
Mais ma mère, pareil, comme elle ne peut plus parler, elle a fait un AVC costaud. Elle est maintenant aphasique sévère. En fait, tu rencontres une nouvelle maman. J'ai un nouveau papa et une nouvelle maman. Voilà. Ou alors, ça c'est quand t'as super la pêche, et puis quand t'as pas la pêche, tu dis bouh, mon papa est mort et ma maman n'est plus ma maman. Voilà. Tout d'un coup, t'es confronté à une telle vulnérabilité et à une telle prise de conscience de l'échelle humaine, de la finitude, de tous ces trucs-là. Enfin, en tout cas, moi, la tendresse, elle m'est venue du coup. Et je m'aperçois que je les accompagne c'est la dernière période de leur vie, quoi. Donc du coup, la tendresse, elle est venue, et je pense qu'elle est venue aussi par la découverte du fait qu'ils sont vieux, quoi, et que c'est des personnes âgées. Et comment vous vivez-vous que Denis soit dépendant de vous? Bon, tant bien que mal, quoi. Je dirais oui, tant bien que mal, hein. Ça fait beaucoup de choses. Mais bon, des fois j'en ai ras-le-bol parce qu'il y a trop de choses à faire, mais quelque part ça ne me... Enfin, pour l'instant, ouais, on va dire que ça me déplaît pas trop. Bon, ce qui me déplaît un peu, c'est quand je lui dis des choses, il faut que tu t'arrêtes. Je le vois quand il est fatigué, il a les yeux qui se plissent, le visage qui se ferme, et là je lui dis, il faut que tu t'arrêtes. Ouais, je m'arrête. Une demi-heure après, Denis, mais il écoute pas. Et c'est pas moi qui va écouter. Et c'est toute la journée, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose, et si vous voulez, c'est un peu, je vais le dire un peu méchamment. Non, c'est pas méchamment, mais gentiment. C'est un peu mon enfant, qui est adulte aussi. Mais ça, voilà, il m'obéit pas. Et il me dit, mais je suis assez grande de savoir ce que j'ai à faire. Dans ce cas-là, non. Mais du coup, vous êtes mari et femme, et vous disiez, c'est comme si j'avais un enfant quand même. Un petit peu. Là, oui. Mais un enfant, mais bon, un enfant comme ça, mais après, il a son rôle de mari quand même, dans les relations qu'on a, comment dire, affectueuses, quoi. Voilà, il est affectueux comme un mari doit être affectueux avec sa femme, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, je le gère comme si c'était fais attention à ci, fais attention à ça. Après, il a son rôle en tant que mari, quoi. Voilà, il n'est pas tout le temps un enfant. Non. Vous diriez que votre relation de mari et femme, elle a changé ? Elle a automatiquement un peu changé, puisque j'ai un peu plus de responsabilités, mais bon, c'est lui l'homme, c'est moi la femme. Hein. C'est pas... Je joue pas le rôle d'homme et de femme en même temps, quoi, voilà, non. Anna et moi, au moment où on s'est rencontrés, on avait le même métier. On était consultants en management. Nous sommes mariés depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas, mais je crois que c'est 30 ans. C'est pas moins. Hein. Mais c'est très fragile tout ça. Je crois quand même qu'il n'en peut plus de moi. Il ne le dit pas, mais je sens qu'il me lâche. Je n'ai pas tellement à m'inquiéter, mais c'est une inquiétude quand même. Que je sois léguée à je ne sais pas quoi dans mon état. C'est sûr que quand je lui parlais de ma réalité à moi, il fait des choses comme ça. Peut-être pour m'encourager à vivre, je ne sais pas. Et oui, certains jours, et les personnes avec qui je vis, les personnes que j'aide, j'ai la colère, j'ai envie de l'envoyer promener. Et ce n'est pas de la maltraitance vis-à-vis d'elle, c'est pas un manque d'amour, c'est marquer mes limites. En ce moment, c'est trop dur. C'est cette question stupide, est-ce que tu m'aimes encore ? Oui, bien sûr. Hein, et pour autant, aujourd'hui, dans ce comportement-là, ça m'énerve. Ça nous met devant la fragilité de la vie et devant la perte de quelque chose qui était précieux et que je pensais pouvoir entretenir encore quelques années. Je suis terriblement jalouse d'Alain. Dans sa santé, là, il est très gracieux, comme vous le savez bien. Ça se sent tout de suite. D'autant plus qu'Alain prend bien soin de son corps, comme je faisais avant, et qu'il est plein d'énergie. Et toutes mes amies sont ses amies maintenant. C'est très dur pour moi de vivre tout ça. Il vit encore. Je t'ai aimé. Je continue à aimer cette personne que j'ai rencontrée. Et en ce moment, en face de moi, je n'ai plus cette personne.
Je ne peux pas dénier. C'est évident, tu n'es plus ce que tu étais à l'époque. Et je ne parle pas des traits de ton visage, de tes rides, de tes épaules qui penchent en avant ou de ta ceinture abdominale qui se relâche. C'est pas ça. Je peux avoir un amour intense encore avec Patricia, mais il ne se ravive pas dans l'intimité des corps. Je me suis surpris, il y a pas 10 jours. Je l'aide à se lever, je la tiens à un moment donné stable debout. Et au lieu de la tenir stable debout, je l'ai enlacée, je l'ai embrassée comme ça. En le faisant, je me surprends à me dire « Waouh, il y a longtemps que je n'ai pas fait ça ». Et puis c'est pourtant un geste tellement simple, tu vois. L'autre jour aussi, en m'approchant du lit, je passe un bras sous son cou et je passe l'autre bras le long de son dos, comme ça. Et c'est pareil, je n'avais pas fait depuis un temps déjà. Qu'est-ce qui fait qu'on perd le geste ? J'ai des éléments de réponse. Je ne crois pas qu'il y ait une réponse. J'ai des éléments de réponse. J'ai fait, 7 ans, 8 ans, 10 ans des massages bien-être à Patricia. Elle ne voulait plus personne d'autre pour lui faire des massages. Et avec le kiné, on avait envisagé que oui, je pouvais très bien la masser un petit peu. Et puis, quelque part, il y avait une partie de moi qui me disait « Non, tu médicalises pas. Tu restes à l'extérieur. Il y a besoin, on aménagera le passage du kiné, on verra. Mais c'est un geste médical, je veux pas. Ça veut dire que je rentre dans l'équipe, tu vois. C'est l'absorption. L'équipe, elle se relaye 3 fois par jour pour faire les 24 heures. Et elle prend des congés le samedi et le dimanche. Et elle prend les congés payés. Comment vous avez vécu ça, l'arrivée de la maladie ? Je l'ai vécu parce qu'il fallait le vivre, et puis donc je l'ai fait avec. Ce qui a posé le plus de problèmes, c'est la douleur. Je n'avais jamais réalisé à quel point la douleur pouvait bousiller votre vie. On ne peut plus faire la même chose et on a mal. C'est pas sympa de vieillir en changeant trop de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire. C'est ça le plus difficile quand on vieillit. Et puis après, comme il a beaucoup souffert, il a beaucoup changé de mentalité et tout. On s'est toujours très très bien entendus tous les deux. On a toujours été très très d'accord. On s'est toujours très bien aimés. Alors que là, depuis qu'il souffre beaucoup, il est un peu agressif. Mais je le comprends. Je comprends que c'est sa maladie qui fait tout ça. La douleur me rend agressif. Je me rends compte qu'il y a des choses que je ne peux plus faire et ça me rend agressif. Et votre agressivité, elle se manifeste comment ? Une mauvaise humeur. Ma femme, elle le subit. Hein. Oui, c'est vrai, c'est évident. Mais bon, ne pas le reconnaître, c'est voler la face. Vous arrivez quand même à être effectivement lucide là-dessus ? Oui, lucide, mais par contre assez inefficace. Et j'ai lu une étude qui disait qu'effectivement, les couples de gens âgés, il y avait quand même un nombre important de parkinsoniens et un nombre important qui se séparaient. Et comment vous le vivez, vous ? Je le vis J'ai beaucoup changé, moi, depuis 2 ans. Déjà, mon comportement avec lui, c'est qu'il fasse des choses obligatoires, alors que des fois, il ne veut pas. Alors, on se dispute. Quand je lui dis « Pourquoi tu ne veux pas faire ça ? Pourquoi tu ne veux pas prendre ce médicament ?» Je lui dis « Pourquoi tu ne prends pas ta canne ? Pourquoi tu ne fais pas attention ?» Je sais qu'il n'ait pas d'accident, voilà. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il souffre, qu'il ne fasse pas attention à lui. Donc après, depuis qu'on a eu les aidants, ça va mieux parce qu'au moins je sais que c'est bon. Il est lavé tous les jours, on s'occupe un peu de lui. Et lui, il écoute plus les autres personnes que moi. Moi, maintenant, il ne veut pas trop m'écouter. Les intervenants, ils n'ont pas de parti pris, en principe. Et puis, il n'est pas concerné. Donc, s'il n'est pas concerné, il ne va pas avoir une solution à laquelle il va s'accrocher. Il est capable de faire des ouvertures. Un partenaire est trop lié pour avoir un esprit dégagé, pour avoir un esprit libre. Il ne peut pas être objectif. Et votre agressivité et les douleurs, vous les exprimez aussi aux professionnels ? Non. On prend quand même des précautions avec un professionnel, qu'on prend peut-être moins, c'est regrettable, avec un conjoint. C'est un peu du laisser-aller, c'est un peu de la négligence. Les docteurs m'ont dit, il ne faut pas le laisser tout seul. Il faut toujours que vous soyez avec lui, parce que chaque fois, s'il tombe et qu'il ne peut plus se ramasser, il faut toujours être avec lui. Et lui, des fois, il me dit, non, moi j'en ai marre, je voudrais être tout seul. Mais je le comprends que des fois, il a envie d'être tout seul. Je comprends qu'il n'accepte pas son nouvel état.
Maintenant, il y a un effet pervers. On finit par faire tout ce qu'on fait avec la femme et on devient dépendant. Ça pose le problème des gens qui vivent ensemble, dont il y en a un qui commande toujours et l'autre qui fait toujours ce que l'autre dit. On perd d'autonomie et puis on ne le vit pas toujours bien. On n'est pas fait pour faire 100% de son temps avec ou pour quelqu'un. On devient dépendant au niveau fonctionnement. Et ça pose problème. Non, la différence se fait entre les couples qui décident de vivre leur activité, qui sont plus vulnérables au niveau physique peut-être, et les couples qui décident de faire le moins de choses pour avoir le moins de problèmes et vivre le plus longtemps. Chacun fait son choix. Et du coup, vous, c'est quoi le vôtre? Le premier. Vivre intensément, parce qu'il me plaît. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Oui, moi j'aimerais bien vivre intensément, si on pouvait mieux. Oui, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit là. Oui. Un couple aidant-aidé est véritablement un couple fusionnel. Moi, je n'aimais pas trop la fusion dans le couple, mais on est devenu fusionnel par la force des choses. À la fois aussi, il ne faut pas se perdre non plus, parce que dans la fusion, on se perd un peu aussi. Mais bon, je crois aussi que voilà, le couple aidant-aidé, c'est une entité. C'est ça aussi qui va provoquer la douleur, parce qu'on sait que la séparation va être inévitable. Nous en sommes, je dirais, à ce moment, parce que l'aidant est mal aidé. Qu'est-ce que je demanderais, moi? J'aurais bien aimé un répit, mettons 2 semaines dans un trimestre. Impossible. En 1 an et demi, j'ai été 4 jours sans Claudia. Voilà, d'accord? J'en suis actuellement au point où tous les aspects de ma vie à moi, de ce qui me constitue, de ce qui fait ma vie, ne peuvent plus exister. Je ne suis plus qu'aidante. À la limite, je pourrais avoir du temps, mais mon cerveau, il est cuit, là. J'ai bientôt 75 ans, ça va. Mais je suis en danger. Ma patience est usée, quand même. J'ai beau faire tout ce que je peux, aller faire du vélo pendant 2 heures à fond la caisse ou des trucs comme ça, j'en peux plus, quoi. Son état, peut-être, ne le nécessiterait pas complètement. On s'imagine toujours qu'on va les placer en EHPAD quand ce seront des légumes. Mais je m'aperçois que non, ça ne peut pas être comme ça, quoi. Moi, je suis en perdition, donc c'est tout. Et égoïste, pas égoïste, je m'en fous. Mais ma vie, elle compte. De toute façon, je m'en arrange peut-être d'une pirouette, mais si ma vie ne compte pas, l'aider ne compte plus. Si moi je disparais, elle disparaît. De quelque façon que je disparaisse, elle disparaît, c'est évident. Je ne me sacrifierai pas. Une vie en vaut une autre. Je me suis posé des limites. Il faut s'en poser, et je les ai posées. Alors bien sûr, à quel moment je me dirais c'est plus possible, là je laisse ma peau, c'est plus possible. On ne peut pas le savoir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand de soi? Pas jusqu'à quand du temps, jusqu'à quand de soi. Toi, comment tu te sens de les avoir accompagnés? Fière, contente de moi. C'était un bonheur de le ramener. Ça a été un bonheur parce que je culpabilisais quand même. Mon père, c'est pas quelqu'un avec qui je communiquais, il n'y avait pas d'amour. Après, ça a été de la tendresse quand il est arrivé. Et on rigolait parce que mon père, je disais à haute voix, qui veut boire un coup? Et mon père répondait, waouh! Alors que les 3/4 des personnes qui ne connaissent pas auraient pu dire c'est un légume, il ne réagit plus. Je mettais de la musique, je savais qu'il aimait danser, et là on voit le pied qui tape le rythme. C'est des bêtises, mais c'est énorme, quoi. Donc c'était un bonheur de le couconner, de le mettre dehors, voilà. Par contre, je ne juge pas les personnes qui placent. Il ne faut jamais promettre. J'avais promis à ma mère, mais il faut faire ce qu'on peut. Il ne faut pas promettre sur l'avenir parce qu'on ne sait pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est la phrase que je déteste, mais je vais l'employer quand même, la formule. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir accompagné mon père, d'avoir accompagné ma mère, d'avoir vu leur souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Et puis maintenant, là, j'ai un vide. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc pour l'instant, mon objectif, c'est de finir de vider la maison de ma mère, de régler tous les papiers de ma mère, et puis après, de bouger un petit peu, d'aller prendre l'air. Je ne sais pas s'il y aura d'autres combats, ou la vie est pleine de surprises, on verra. Donc l'avenir sera une surprise. Ce que je fais n'est pas sacrificiel, quoi. Je le pose pas du tout comme ça, et quand j'entends des gens dire oh, je pourrais pas du tout le faire ce que tu fais, je dis mais alors
Mais tant mieux que ce soit dit. Il n'y a aucune volonté de ma part d'exemplarité. Enfin, je ne sais pas comment dire. Vraiment, mais pas du tout, quoi. Je suis fière de la possibilité d'accorder ce que j'accorde comme temps de vie chouette à ma mère d'un côté et de ce qui s'est passé de façon plutôt doudou avec mon père. Je me dis que c'est chouette. En tout cas, souvent, en ce moment, je me dis, des fois, quand j'ai la tête dans le guidon, je me dis, oh là là, dans 10 ans, je me dirais, chouette, je l'ai fait. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, donc voilà. Après, le rôle d'aidant, je crois que quand il est arrivé, quand il a été nommé pour moi et quand j'ai compris ce que ça revêtait, je crois qu'à la fois, il y a eu un côté pathos de me dire, oh là là, oui, effectivement, ça vient nommer le fait qu'il va falloir que je fasse, que je fais tout ça et que c'est ça les tâches, etc. Et en même temps, ça a ouvert une espèce de confirmation de statut, entre guillemets, qui venait ouvrir un accès à plein de possibles super chouettes de partage et de réaliser qu'en fait, bah oui, il y avait une utilité sociale à ça. Et c'était porteur de sens, à nouveau, et c'était pas que du pathos, et pas que un rôle ingrat et non valorisé, non valorisant, quoi. Donc le fait, pour moi, d'avoir posé aidant, ça a ouvert l'accès à d'autres, à des partages, et donc à la valorisation de ce que ça recouvre, et comment ça te permet de goûter mieux ce qui se passe à côté quand ça va bien. Enfin, ça a ouvert tout un tas de champs chouettes de philosophie, de fierté aussi, par plein d'aspects. De se dire ouais, je l'ai fait, je le fais bien, il y a de la douceur. Donc voilà, donc c'est pas que du pathos du tout. Ça l'a été au démarrage, hein. Et un des aidants du village d'à côté me le dit souvent, et c'est devenu une phrase culte pour nous, c'est un chemin de sagesse. Alors des fois on le dit en rigolant parce qu'on n'est pas des bouddhas, hein, mais c'est notre chemin de sagesse. Et effectivement, je crois que réellement ça en est un énorme, quoi. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? Beaucoup d'enrichissement personnel sur ce que peut être une relation, justement. Finalement, l'avantage de ces parents qui ne meurent plus à 65 ans, mais à 95, c'est qu'on voit mieux la déchéance. Et là-dessus, le fait d'être aidant remet les valeurs à leur place aussi, hein. Voir ses parents d'une autre façon, voir l'humanité et puis la façon dont un pays gère aussi. Comment ça s'est pris en compte dans l'avenir d'une nation ? Au niveau de la société, on se dit, mais comment on valorise nos aînés dans notre société, quoi. Je veux dire, c'est comment on tire richesse de leur expérience, comment on les accompagne justement quand leurs facultés diminuent. C'est des choses qui sont énormes, ça. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le statut d'aidant ? Il y a des choses positives. Je ne savais pas vivre dans le présent. Je vis dans le présent. Je dois dire que la réalité peut-être du présent n'est pas très agréable, mais moi j'apprécie beaucoup de vivre dans le présent. Ensuite, je crois qu'un autre point important, c'est aussi la redécouverte de l'autre dans sa fragilité et sa faiblesse. C'est pas complètement négatif. Je crois qu'il est important de dire aussi qu'il y a une expérience unique et qu'il y a un lien profond qui se crée avec l'idée. Je crois que c'est un lien qu'on ne doit pas beaucoup rencontrer dans une relation, en tout cas amoureuse. Je sais pas, moi j'ai eu pas mal une vie un peu mouvementée affectivement, mais j'ai eu des liens profonds avec des personnes, mais je crois que le lien que j'aurais développé avec Claudia dans cette situation sera un lien unique. On se pose un peu des questions sur finalement, surtout quand on a eu un peu de sens dans sa vie, dans son métier, tout ça, un peu ce qu'on fait, quoi. Et bien, je vais vous dire que je ne me pose plus ces questions, que j'ai retrouvé certainement du sens à ma vie, je ne sais pas lequel, parce que c'est quand même pas ça, que tout d'un coup, je redeviens excessivement active, intellectuellement, physiquement, peut-être plus en forme que j'aurais pu l'être, ou je ne sais pas comment le dire, même si je suis épuisée d'une certaine façon, je suis fatiguée, voilà. Mais malgré tout, il y a un élan vital que j'ai retrouvé avec ça. Et ça, je ne le comprends pas. Peut-être la nécessité de vivre pour deux, d'avoir un élan vital pour deux, de tout ça, je suis dans ça.
Ça fait du bien aussi de se dire, mais quand même, j'en tire un bénéfice personnel aussi, à un prix cher payé, mais peut-être que ce bénéfice-là, en vieillissant tranquillement à côté de Claudia, qui vieillissait tranquillement à côté de moi, n'aurait pas été là. Et franchement, cette façon d'être dans le présent, d'avoir cet élan de vie pour une cause ou pour une autre, enfin peu importe, en dépit de tout, en dépit d'être aidant et de n'être reconnu que comme aidant, ce ne sera pas une expérience négative. Soi-même, on a parfois un déni de ce que nous faisons. On dit, mais non, c'est pas possible que je... Et arriver à la place de l'autre, c'est un peu compliqué, même si, des fois, on peut se dire, tiens, et si c'était elle qui fasse ceci ou cela, comment j'irais? Je comprends quand même une partie des difficultés qu'elle peut vivre. Ce qu'il a dit, se mettre à la place de l'autre, c'est vrai qu'il a raison. Jamais il me l'a dit ça, vous voyez? Il en parle là maintenant, de me mettre moi à ta place à toi, ou vice-versa. Ça fait réfléchir. Je ne sais pas si les aidants, puisque... se mettent à la place de l'autre. Je reconnais que ça, c'est une parole, à mon avis, une parole qui a du sens et qui a du poids, ce que tu as dit. Ben, je crois qu'on a parlé comme on n'a pas souvent parlé comme ça. Et donc, c'était une bonne chose. Oui, parce que quand on vit ensemble depuis 5 ans, par là, 52 ans. Le fait d'avoir eu cette conversation un peu zoomée, bon, il y a quelque chose qui t'a étonné ou qui... voilà. Mais t'as peut-être pas les réponses, c'est à chaud. Hein. Ouais, c'est à chaud. De l'aimer autant. Et qu'il y a des trucs qui touchent. Quoi. Et heureusement que je t'aime. Tu m'aimes, papa? Bien sûr. Je visualise pour l'instant une sorte de pont. C'est en même temps un arc-en-ciel. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Peut-être parce que vous faites vraiment de votre mieux pour faire un pont vers moi. Dans une certaine forme, je m'interdis de dire ce que je ressens. Mais finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Dans la mesure où quoi que ça soit peut me faire du bien, vous l'avez fait. Puis c'est bien ce que vous faites, je trouve. De vouloir garder des traces de comment on vit cette relation à deux. J'ai l'impression que si je dis quelque chose, ça sera retenu comme au moins ma vérité, même si c'est difficile.